Mes chers collègues, lors de notre première réunion de la session sur notre programme de travail 2025-2026, notre collègue Rachid Temal a proposé une présentation des conclusions du rapport de la commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influence étrangère, dont il a été rapporteur, et Dominique Lelège, le président. Vous avez été unanime à trouver que c'était une excellente initiative et je remercie sincèrement nos deux collègues d'avoir libéré de leur temps pour cet échange. Ce rapport dresse en effet une typologie des menaces auxquelles la France est confrontée et formule 47 recommandations pour une stratégie globale, nationale et interministérielle de lutte contre les influences étrangères malveillantes, en intégrant les enjeux financiers et ultramarins. Pour avoir une idée de l'ampleur de leur travail, on vous a distribué un essentiel, mais il faut surtout se reporter au rapport complet extrêmement riche et documenté disponible sur le site du Sénat. Ils sont venus ce matin pour exposer leur travail, qui est une référence pour les pouvoirs publics, un outil d'action, et pour échanger sur les menaces qui visent directement nos outre-mer. Je tiens à les en remercier par avance chaleureusement. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'actualité de leurs travaux, alors que nous venons d'examiner la semaine dernière les recommandations de nos rapporteurs Jacqueline Eustache-Brinio et Evelyne Corbière-Namezo sur la coopération régionale dans le bassin atlantique. Sous la coordination de Christian Cambon, nous avions également abordé l'an dernier la situation préoccupante dans le bassin indien avec Stéphane Demilly et Georges Patient. Après leur exposé, je vous proposerai de partager vos réactions et vos témoignages, sachant toutefois qu'à 9h30, nous devrons nous rendre en salle Monory pour une réunion commune avec la Commission des Affaires européennes sur les enjeux pour les Outre-mer au prochain cadre financier pluriannuel. Sans plus tarder, je donne la parole au président Dominique Lelège, puis au rapporteur Rachid Temal. Cher président, c'est à toi. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, très heureux d'être ce matin parmi vous pour vous présenter les conclusions de nos travaux qui ont duré sur 5 mois, 46 auditions, 6 déplacements, 120 personnalités entendues, dont 5 ministres. Je voudrais rappeler que c'est une initiative du groupe PS qui était portée par Rachid Temal et qui fait suite à d'autres travaux du Parlement. Du Sénat d'abord, avec notre collègue Gattolin sur les influences dans le monde universitaire et Claude Maluret sur TikTok. À l'Assemblée, des travaux de Constance Le Grip sur les ingérences politiques. Et puis conjointement au Sénat, Assemblée nationale, avec la délégation parlementaire au renseignement avec Sacha Houlié. Je voudrais noter que le Sénat parle plus d'influence étrangère et à l'Assemblée nationale, on parle d'ingérence. La sémantique a son importance. Dans l'absolu, l'ingérence renvoie à la souveraineté, l'indépendance, la capacité à agir. L'influence, elle n'est pas en soi répréhensible, qui ne cherche dans son contexte à influer ou à infléchir la position d'un partenaire. Mais elle prend d'une toute autre dimension si elle a pour objectif la volonté délibérée de nuire ou d'affaiblir celui qui n'est plus un partenaire, mais une cible ou un adversaire. De nos travaux, je souhaite partager rapidement avec vous 5 réflexions. L'influence et la désinformation ne sont pas des phénomènes nouveaux dans les relations entre États. Ce qui est nouveau, c'est le recours au support numérique qui échappe pratiquement à tout contrôle avec un effet d'amplification et de démultiplication. Ce qui est nouveau, c'est que la cible devient potentiellement et à son insu un acteur de sa propre désinformation en participant à la diffusion des messages. Deuxième réflexion, c'est l'asymétrie du combat. Les démocraties sont les premières cibles, mais le combat est inégal. Nos principes ne nous autorisent pas le recours à certains procédés et méthodes propres aux dictatures. La liberté d'expression et d'opinion sont reprises avec 3 réalités. Le numérique diffuse davantage des opinions que des faits. Le contrôle des sources et l'anonymat sont au cœur du sujet. Et le recours à l'intelligence artificielle peut rendre crédibles des faits qui n'ont jamais existé.
Troisième réflexion, l'asymétrie des moyens. Je voudrais rappeler ici, lorsque nous étions en train de conduire nos travaux, ce qui s'est passé dans le Pacifique avec l'Azerbaïdjan, qui n'est pas, que je sache, une grande puissance militaire, mais qui a réussi à déstabiliser notre pays. Et la réponse, elle est plus de l'ordre du narratif que de la dissuasion nucléaire. Donc on voit bien l'asymétrie des moyens. Quatrième observation dans les auditions, c'est la culture du secret. J'ai été frappé pour ma part par les nombreuses demandes de huis clos que nous avons reçues des personnes que nous souhaitions auditionner, ce qui atteste de la sensibilité du sujet, alors même que le secret sur les origines des émetteurs malveillants, leurs méthodes et leurs objectifs, non seulement participent de leur stratégie, mais contribuent d'une certaine manière à les protéger. Ainsi de X, qui, tout en défendant les libertés d'expression et de diffusion, se réfugie derrière le huis clos afin de protéger ses porte-paroles. Dans une moindre proportion, la DGSI, qui, tout en nous expliquant que lutter contre ce fléau passe par la lumière sur les pratiques, oppose à la représentation nationale le secret défense. Cinquième réflexion, la prise de conscience des pouvoirs publics. Pour le dire rapidement, les ministères régaliens, Affaires étrangères, Défense, Intérieur, dans leur ensemble, ont pris la mesure de l'enjeu et engagé des initiatives. Elles méritent sans doute d'être plus coordonnées. Le ministère de l'Économie pourrait sans aucun doute être plus vigilant sur le contrôle des investissements étrangers en France. Enfin, la prise de conscience des secteurs de l'éducation nationale, des universités, des médias et de la culture laisse à désirer. En conclusion, il nous apparaît qu'il faut sortir de la naïveté. Les réseaux sociaux ne sont pas le monde des bisounours où on communiquerait de façon sympathique entre nous. Ça peut être le cas dès le support d'offensives véritablement destructrices. C'est la raison pour laquelle nous avons intitulé notre rapport « Lutter contre les influences étrangères malveillantes pour une mobilisation ». Le terme de mobilisation a son importance. Il renvoie à un vocabulaire plus militaire. Mobilisation de toute la nation. Ce n'est pas simplement une affaire de spécialistes, mais c'est l'affaire de chacun d'entre nous, du monde de l'entreprise, du monde associatif, des ministères, etc. Mobiliser toute la nation face à la néo-guerre, parce qu'il s'agit bien d'une forme de guerre hybride. Voilà, Madame la Présidente, l'introduction que je vous proposais de faire. Mais le plus important, c'est maintenant d'entendre Rachid Temal, parce que moi, j'ai veillé à ce que chacun puisse s'exprimer, mais celui qui a travaillé, c'est Rachid Temal, et je voudrais souligner ici le plaisir que j'ai eu de travailler avec lui en bonne intelligence, qui n'était pas artificielle, mais réelle. Merci. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Rachid Temal. Merci, Madame la Présidente, chère Micheline. Et pour commencer, dire à Dominique, mais il le sait, parce que ce fut un plaisir réciproque de travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on a veillé, ça s'est fait assez naturellement. Aussi bien le président que le rapporteur, on n'a eu aucun débat majeur. C'est-à-dire qu'on a construit ensemble à la fois le programme des auditions, partagé souvent les réflexions et pour avancer. Et ça a permis d'avoir, je crois, un rapport de qualité, assez, je crois, salué par notamment les spécialistes, et d'avoir l'unanimité de la commission d'enquête sur toutes les propositions. Comme l'a évoqué Dominique, enfin peut-être un peu sur l'origine de cette demande de commission d'enquête, c'est parce que je vous rappelle qu'on avait eu beaucoup de débats quand on suivait dans les médias sur à la fois le rôle des plateformes sur la question du Brexit, à l'époque, l'élection, mais également sur ce qui s'est passé la première élection de Donald Trump aux États-Unis. Et il y avait un débat en France sur finalement influence, pas influence, l'impact sur ces deux scrutins-là. Comme si la France était un peu, elle, protégée. On ne savait pas pourquoi, mais il y avait une sorte de bulle. Et puis on s'est rendu compte avec les Macron Leaks en 2017 qu'il y avait eu un premier piratage. Et donc il me semblait important de regarder à un moment donné quel était le rapport entre la démocratie, ce qu'on doit faire vivre, la faire vivre, et puis celles et ceux qui souhaitent mener ces campagnes-là qui sont réelles. D'où l'idée de cette commission d'enquête, en sachant que il est vrai qu'on est parti, nous, sur le mot d'influence, parce que l'influence est une réalité. Chaque pays a fait des politiques d'influence. La première
étant la France, on fait des politiques d'influence. C'est comment on fait en sorte que notre langue, notre culture, notre vision du monde soit diffusée le plus largement. Et je trouve que c'est sain. Dès lors qu'elle est transparence et dès lors qu'elle est visible et assumée. Et c'est vrai que et c'est pour ça qu'on a choisi d'ajouter le mot et traiter les malveillances quand, effectivement, comme le disait Dominique, c'est des logiques de fracturation, de division d'un certain nombre d'États pour influer, là, dans ce sens, les décisions, notamment démocratiques. Et deuxième élément, c'est que par rapport aux travaux qui avaient été menés, qu'a évoqué Dominique, on a souhaité faire moins du factuel, mais plutôt avoir une logique de politique publique. Parce que notre idée, c'était d'aboutir à une vraie politique publique, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, pour entrer un peu plus dans le dossier, c'est vrai qu'on est parti d'un constat assez simple. C'est que d'abord, il fallait sortir de la naïveté, de croire que finalement, tout ça n'était pas très important, c'est quelques influenceurs, tout ça avait assez peu d'impact sur la vie quotidienne, sur la vie démocratique, sur la vie économique, et sur, voilà. Tout ça nous semblait, il faut donc dorénavant prendre conscience qu'il y a une véritable guerre qui est menée, d'où le titre, effectivement, j'y reviendrai tout à l'heure, et que nous en sommes la cible et une des principales cibles, parce que dans un monde de compétition, de fracture, on le voit tous les jours, c'est à la fois, pour certains, lancer des bombes, des missiles, etc., et pour d'autres, utiliser les réseaux pour influencer des opérations dans telle ou telle position. Donc ça, c'était le premier moment, de dire, voilà, il faut sortir de la naïveté, prendre conscience qu'il y a une guerre, et donc la France doit s'armer comme elle s'est armée sur le plan, on va dire, conventionnel, ou de la dissuasion, enfin, la partie A, voilà. Il faut aussi imaginer ce nouveau terrain de compétition, quand vous avez des empires contrariés qui remettent des moyens. Je prends des exemples simples. On estime qu'il y a près d'un million, enfin, près d'1 milliard, pardon, quand on est en Chine, il y a 1 milliard d'euros qui est mis sur la table pour payer des logiques comme les Chinois, comme les Russes, l'Azerbaïdjan ou d'autres, mènent des politiques pour fracturer les différentes sociétés. Deuxième élément, c'est sortir de la naïveté, de la passivité. Et là, il y a un sujet que j'évoquerai tout à l'heure, c'est la question du narratif. Ces pays que j'évoque ont une histoire à raconter. La question, c'est quelle histoire racontons-nous au monde ? Qu'est-ce qu'on dit de ce qu'est la France, de ce qu'est sa présence, de ce qu'est son apport ? Et je crois qu'il faut assumer ce côté plus volontariste. Et puis, troisième élément, sortir de l'empirisme, parce qu'il y a des choses qui se font en France par différents organismes, mais tout ça se fait comme ça, chacun dans son coin. Et je serai bien sûr, à ce moment-là, ce qui est Viginum ou d'autres qui sont des succès. Mais globalement, ce n'est pas coordonné, ce n'est pas structuré, ce n'est pas une vraie politique. Et puis, dernièrement, avant de rentrer dans les propositions, les 47 propositions pour créer une politique publique, comme je l'évoquais, le fait que c'est vrai qu'on change totalement de paradigme. Aujourd'hui, jusque-là, l'influence, comme l'évoquait Dominique, était connue. Là, on a un outil qui sont les réseaux, les plateformes numériques, etc., la capacité de l'IA générative, où on peut concrètement inventer des personnages, inventer des faits, et que la capacité humaine à déterminer ce qui est vrai du faux est quasiment impossible. Et le cerveau humain est totalement dépassé par cette puissance-là. Et donc, on a un basculement, comme on dit, une rupture qui est posée, et qui est même, d'un point de vue civilisationnel, si on va jusqu'au bout. C'est-à-dire, on passe d'un monde où il n'y a que des êtres humains, et on est en capacité de suivre ça, je veux dire, mentalement, à un monde où finalement, la machine peut être beaucoup plus puissante, elle l'est déjà, elle fait déjà des choses qui fait qu'on est dépassé. D'ailleurs, d'un mot, hier, il était annoncé que sur une grande plateforme de musique, un tiers d'ores et déjà de la musique était dorénavant générée par l'IA. C'est-à-dire qu'en 6 mois, ils sont passés de 10% à 30%. Donc on voit bien cette capacité. Et aussi dire que derrière ça, il y a aussi des modèles économiques. Il faut qu'on soit honnête et qu'on se le dise. Et ça renvoie à la capacité des États à intervenir. Sur les réseaux sociaux, une fausse information, ou en tout cas qui prête à débat au minimum, c'est 10 fois plus de clics, de likes, de réactions qu'une vraie information, entre guillemets. Donc derrière ça, il y a un modèle économique. Et donc structurellement, les réseaux sociaux sont sur ces questions-là. Et puis aussi dire que nous sommes tous acteurs et victimes et acteurs de cela. Donc nous, une fois qu'on a dit cela, on a souhaité avoir un travail sur un périmètre le plus large possible, puisque dans le rapport, on évoque les questions d'éducation, les questions bien sûr de politique, on parle aussi de l'outre-mer, on évoque les questions de défense, d'éducation,
on parle de culture, etc., etc. On a voulu regarder, avoir un spectre très large, et on est parti d'une logique un peu de cercle concentrique. La première chose, alors je ne peux pas détailler les 47, j'en pointer quelques-unes. Vous retrouvez tout ça, comme tu l'as dit, Micheline, sur le site. Quelques-unes qui me semblent importantes. La première, c'est de se dire que finalement, à ce jour, il n'y a pas, par exemple, d'études, j'ai envie de dire, universitaires, fondamentales, structurées et dans la durée, sur toutes les questions académiques, sur toutes les questions, la perception et la réception de tout ce qui sont les opérations de manipulation et de l'information. On n'a pas aujourd'hui ce travail-là qui est mené, et je pense que pour commencer, pour comprendre quelque chose, il faut d'abord commencer par l'étudier dans la durée, et ça, c'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux, qui nous semble essentiel. La deuxième recommandation, c'est effectivement d'avoir une stratégie globale, nationale, interministérielle, mais aussi territoriale, parce qu'on pense que sinon, nous serons attaqués, et nous le sommes déjà, par des structures qui, elles, sont structurées, organisées, et n'ont pas de limite, alors que nous avons une limite, mais qui, je crois, est une force, qui est notre démocratie. Troisième élément qui nous semble important, c'est, et là, je dois avouer que ça a un peu progressé, c'était établir une doctrine claire en matière de réponse aux opérations d'influence malveillante. La question est toujours la même, est-ce qu'il faut répondre, pas répondre? Je vous donne un exemple. Quand la France a quitté le Mali, elle a quitté une base notamment, et puis quelques heures après est annoncée la découverte par, bien sûr, tout ça bien sûr avec le groupe Wagner, mais officiellement par les putschistes, et l'armée malienne était annoncée un charnier. Et donc il y a une communication qui dit ouais, finalement la France avait tué des Maliens, les avait enterrés, et puis nous, grâce au départ des Français, nous avons retrouvé. Et ça a été comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et heureusement que là-dessus, en partant, l'armée française avait laissé un drone positionné. Et en fait, on a pu montrer avec des images à l'appui que finalement, c'est après coup que les gens ont été enterrés, donc des corps ont été enterrés, et donc l'opération. Donc la France a pu à ce moment-là, en très peu de temps, communiquer et dire voilà la réalité avec données. Et il faut dire aussi que depuis ce moment-là, le président de la République, à plusieurs reprises, a lui aussi sur ses propres réseaux sociaux démonté des fake news, voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc de dire à chaque fois, on identifie et on dit qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, à force de penser que ça doit être une affaire de spécialistes, finalement, personne n'en parle, personne n'a une conscience de ce qui se passe. Quatrième élément qui nous semblait essentiel, c'est conforter Vigilim. Donc Vigilim, je le rappelle, c'est une structure qui est placée auprès du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui est lui-même rattaché auprès du Premier ministre, et qui a une capacité technique d'identifier les opérateurs d'attaque. Et les notes sont publiques, d'ailleurs vous pouvez aller sur leur site, elles sont publiques. Et donc de dire, voilà quel groupe a attaqué sous quel modèle. C'est-à-dire d'où est partie la première information, quels ont été les relais, et ce qui en fait aujourd'hui une fake news, une infox. Et ça, je crois que c'est important, c'est une pépite. Et je le dis d'autant plus que l'an dernier au budget, alors que nous proposions d'augmenter les moyens, parce que c'est aujourd'hui l'outil le plus utile, et qui nous est envié d'ailleurs au niveau européen, et le budget de l'État prévoyait de réduire ses budgets. Et je vais juste développer là-dessus. Je pense qu'il faut développer la technicité, avoir des antennes régionales. Et il y avait aussi un élément qui nous semblait essentiel, c'est la question de la formation. Ça me permettra de faire 2 points en un. Mais aujourd'hui, on a rentré notamment, on a eu une réunion avec le MEDEF, les grands groupes, qui, après la publication du rapport, nous ont demandé une audition. Enfin, on les a vus pour leur expliquer notre rapport, pour qu'on échange avec eux sur leur réalité. Mais la question qui est posée, mais c'est pareil de collectivités. Nous représentons aussi les collectivités, mais OK, on a compris, c'est bien, Monsieur le Président, c'est bien, Monsieur le rapporteur, mais on appelle qui pour comprendre comment ça marche, pour être formé? Et là, l'idée, ce qu'on souhaitait, ce qu'on souhaite toujours, c'est qu'on crée un écosystème de formation où finalement, cette compréhension, on forme des gens, on a des opérateurs qui peuvent aider des collectivités, des entreprises, des grandes structures, là aussi, à avoir les mesures de sécurité, la prévention, mais également la capacité de répondre aux attaques et de communiquer dessus. Et je crois que ça, c'est un élément essentiel. On aurait cité également un portage politique. Et c'est pour ça qu'on évoque dans le titre la mobilisation de toute la nation. Parce que si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit finalement la France est protégée, les services y travaillent.
Bon, c'est bien, on ne conteste pas cela. On dit juste que parce que dorénavant nous sommes tous la cible via les téléphones, via les places d'application, tout ce que nous avons, nous sommes des cibles et de fait aussi nous sommes malgré nous des propagateurs. Et donc il faut bien mobiliser toute la nation dès le plus jeune âge, comme dans d'autres pays. Et donc pour cela, et on sait comment ça se passe en France, nous sommes un pays qui a cette histoire-là, s'il n'y a pas de portage politique au premier rang, et donc nous pensions, et nous pensons toujours qu'il faut auprès du Premier ministre un portage politique, alors ministre, secrétaire d'État, c'est un autre sujet, qui permettra de mobilisation tous les exercices de tous les services de l'État, là aussi sur la durée. On l'a vu dans un certain nombre de pays, en Finlande notamment et en Estonie. Il y a parfois en Estonie des réunions régulières entre le gouvernement, les grands acteurs économiques, les grandes structures éducatives, etc., sur comment ça marche pour qu'en permanence, nous soyons en capacité d'être réactifs, parce que la menace, elle n'est pas statique. Chaque jour qui passe, elle est plus dure, elle est plus sophistiquée, elle est plus fracturante de notre société. Donc ça, c'est un élément qui semble important. Et puis, sur la première partie, mais après, j'irai plus rapidement sur les autres, l'idée, c'est qu'il y a un observatoire des influences étrangères, malveillantes, parce que là aussi, on considère qu'il faut les rendre publics. Il faut qu'on soit en capacité de mesurer le niveau et l'évolution de la menace dans notre pays. Une fois qu'on a dit ça, on va... donc ça, c'est pour nous ce qui semble la base. Si cette base-là n'est pas installée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faut y remédier, même s'il y a des propositions à terme d'avoir une stratégie, puisque nous avons rencontré le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale qui nous a dit qu'après notre rapport, ils allaient, c'est le charme de l'État, eux-mêmes travailler à une stratégie. Donc nous leur avons dit que nous avons un rapport, mais si vous voulez aller plus loin, la différence, si je peux me permettre, entre le Parlement et l'exécutif, c'est que nous ne sommes pas tenus, nous n'avons pas été tenus avec Dominique, avec les collègues de la Commission, par un certain nombre de contraintes et de règles, au sens où les administrations, ce qui existe déjà ou pas, et qu'on a pu avoir une vision plus globale. Parce que quand vous auditionnez Bercy, puis après l'Éducation nationale et autres, vous êtes plus libre. Et donc ça, c'est la limite de l'exercice. Bon. Sur les éléments un peu qui nous semblent intéressants ensuite à poursuivre, il y a, là, Dominique l'a dit sur une des propositions, notamment sur les influences sur notre territoire, il y a la question des investissements étrangers. Et on considère que l'outil qui existe aujourd'hui est utile, mais il doit aller beaucoup plus loin, notamment dans la question de l'information et dans la question du contrôle également démocratique sur les entreprises ou les structures qui doivent être ciblées, suivies. Et donc ce système-là doit être conforté, mais développé. Bien sûr, il y a aussi toute la question de la formation des hauts fonctionnaires de l'État. Bon. On l'a évoqué sur les questions aussi de défense. Un élément qui nous semble aussi intéressant, c'est sur la question des médias ou autres. Alors, parmi les propositions que nous faisons, une qui est un peu détonnante, mais quand même, c'est, on l'évoquait tout à l'heure, la question de notre capacité à porter notre message. Et nous plaidions pour la création d'une pléiade d'influence, c'est-à-dire des écrivains, des scénaristes, des différentes parties artistiques qui peuvent essayer, et bien sûr diplomatiques, qui peuvent essayer de construire un narratif. Parce que nous sommes au moment des images, nous sommes passés de l'écrit à l'image, la société. Et la réponse que nous faisons, ce sont beaucoup par des gens de l'écrit. Et donc nous disons, pourquoi pas mobiliser cette capacité artistique que nous avons en France pour aussi porter un message. Ce n'est pas, que les choses soient bien claires, ce n'est pas le ministère de la propagande que l'on évoque. Ce n'est pas ça. Et nous ne sommes pas en train de dire, il y a la vérité officielle et le reste. Nous disons qu'à un moment donné, il faut porter des choses. C'est quoi la démocratie française? C'est quoi notre d'influence? Qu'est-ce que nous portons comme valeur dans le monde dans lequel? Il y a aussi tout un sujet sur l'audiovisuel public extérieur, par les moyens, qui sont aujourd'hui assez faibles, et par un sujet qui nous a alertés aussi, c'est, par exemple, sur le continent africain, beaucoup de structures et de capacités sont tenues par les Chinois, par la Chine, et donc qui utilisent comme cheval de Troie, quelque part, en mettant sur leur plateforme nos opérateurs, en disant, ouais, finalement, si vous voulez y accéder, passez par nous. Et donc, dans le paquet, vous avez aussi de l'influence qui pose problème. Donc là, c'est quelque chose qui nous semble essentiel là-dessus. Nous avons souhaité également, je l'ai dit tout à l'heure sur Vigilum, mais faire en sorte que le travail soit plus important avec les partenaires européens, parce que on l'a vu notamment sur, il y a eu à l'époque, vous savez, des manifestations d'agriculteurs. Et c'est toute la logique des influences. Il y a un malaise, il y a une réalité. Ce n'est pas mon propos de douter de cela. Et se grève sur cela, sur un événement réel, sur une réalité réelle, cette stratégie d'influence. Et on s'est rendu compte, il y avait des agriculteurs qui avaient, c'était en France, en Allemagne et en Pologne. Et à ce moment-là, a été vérifié que sur ces pays-là, il y avait bien une stratégie menée par un opérateur russe
de fracturer, de dire ouais, finalement il y a le feu, et la société française est fracturée, allemande et polonaise, donc on dit que c'est important d'y travailler ensemble. Sur la question des plateformes, alors, beaucoup de choses à dire, c'est un peu le cœur, donc d'abord on salue le fait qu'au niveau européen il y a des mesures qui ont été prises, il y a des enquêtes qui ont été lancées, donc on souhaite que ça aille au bout, c'est le DSA, vous vous souvenez, etc. Parce qu'on voit bien que c'est le bon échelon, mais il faut maintenant être sérieux et prendre les décisions nécessaires. D'autant que, comme l'a évoqué Dominique, quand vous avez des chantres de la liberté qui vous expliquent qu'il ne faut pas qu'ils soient dans une audition publique, qui, je le rappelle, depuis l'arrivée de Trump, ont décidé de retirer le minimum qu'ils avaient de modérateurs, en considérant que dorénavant, chacun peut dire ce qu'il veut, et qui refusent d'assumer le fait qu'en utilisant, en offrant leurs canaux, ils participent, ils sont éditeurs. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes dans un média classique, un journal, ce qui est écrit est sous la responsabilité du rédacteur en chef, en fait, de l'autorité juridique qui porte ce journal. Sur les réseaux sociaux, ils sont libres. Ils considèrent qu'ils mettent à disposition des tuyaux, et tout ce qui est écrit dedans, les discours de haine, etc., n'est pas de leur responsabilité. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors ça marche bien quand c'est un modèle économique, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ça ne marche pas quand c'est une démocratie. Et ça, c'est un vrai sujet de bataille. On a des collègues aussi ici au Sénat qui portent cela depuis longtemps, mais il faut absolument avancer cela. Mais ça renvoie aussi à un autre pan sur ces questions-là, qui est celle de la politique industrielle volontariste. Aujourd'hui, très honnêtement, sur ces grands acteurs-là, il n'y a aucune plateforme européenne. Et il faut faire attention à ne pas perdre tous les prochains combats. Et donc là, nous avons un vrai sujet, c'est pas seulement de réguler, mais aussi d'avoir une politique industrielle volontariste sur comment on construit, comment on donne les moyens, et donc peut-être que se dire que finalement, la question de la libre concurrence dans l'Union européenne, c'est intéressant. Ça ne peut pas être au prix d'empêcher des géants capables de combattre d'autres géants. Parce que c'est à la limite, sinon à la fin, on s'empêche cela. Et donc, on le voit bien, mais ça pose la question aujourd'hui du spatial, ça pose la question du quantique, ça pose la question sur l'IA. Comment on fait? C'est-à-dire, c'est pas seulement de réguler, c'est également de construire, de permettre la construction d'opérateurs. Et ça, donc, ça veut dire une politique industrielle digne de ce nom. Il y a également un volet sur... alors, je garderai ça pour la fin, sur la vie politique. Sur l'université, là aussi, c'est quelque chose... et là, on est face à une forme de contradiction. Cela fait maintenant plusieurs années que nous demandons aux universités de trouver des moyens financiers en dehors du financement par la sphère publique. Je ne veux même pas porter un jugement personnel sur celle-là. Mais il faut qu'on soit honnête. La conséquence de cela, aujourd'hui, ce n'est pas en théorie, c'est en pratique, la conséquence, c'est que y a des pays qui viennent avec des financements. Et qui viennent et qui vous disent nous sommes prêts à financer une chaire, nous sommes prêts à financer des bourses d'étudiants. Et puis, bien évidemment... on peut discuter de sur quoi ils vont travailler, sur quoi ils vont faire des recherches, sur tel pays, sur cette thématique. Et donc, on voit bien que... Et puis aussi construire des rapports entre de futurs prodiges français, l'élite française, et un certain nombre de pays. Et donc ça, c'est aussi une vraie question. Et puis aussi, on l'a vu, il faut aussi intégrer cette culture-là dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, vous avez des zones. Alors, c'est le rapport Gattolin qui parle beaucoup de ça, mais on a des zones, des labos protégés avec tout un système de sécurité. De ce qu'on a entendu, il reste aujourd'hui 1500 potentiels à protéger, mais pour ça, il faut que les universités et les labos aient les moyens de le faire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je ne parle même pas de ce que... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce... Mais, donc, on voit bien qu'il y a un gros travail aussi, parce que c'est un pillage qui est en train d'être organisé mécaniquement, sciemment, de, j'ai envie de dire, l'intelligence française. Et puis, donc c'est pour ça qu'on réclame aussi des procédures d'encadrement systématique, des bourses, du financement étatique ou paraétatique, je l'évoquais. Il y a un autre sujet qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, on a découvert que aujourd'hui, en éducation nationale, notamment, les personnalités sécurité-défense existent. Donc, il y a un référent qui, donc, peut avoir des informations, etc. Mais les présidents d'université n'ont pas d'obligation de l'être. Donc, on a eu un cas précis, notamment, sans le citer, où la directrice de cabinet était habilitée au secret défense, pas son président.
Donc elle ne peut pas communiquer avec son président sur les informations qu'elle possède. Entendons que c'est compliqué pour le président ensuite d'aller expliquer dans un conseil d'administration qu'il faut mettre en place un certain nombre de pratiques. Donc peut-être se dire qu'il faut que les directeurs d'université soient aussi concernés. Nous l'avons vu également sur la question des ministres. Je ne parle pas des ministres régaliens, mais les autres n'ont pas forcément d'habilitation et donc arrivent de là. On a fait aussi un travail sur la question du contrôle du financement étranger des cultes. Et là, contrairement à souvent l'idée reçue, en tout cas ce qui se propage souvent, ce n'est pas l'islam qui est la première religion financée par des fonds publics extérieurs, mais le protestantisme. Donc on est très très loin de ce qu'on pense. Je reviens donc sur les politiques avant de terminer sur la société dans son ensemble. On a mené un travail sur la vie politique, ça nous semblait important vu où nous sommes. Donc, on a fait là aussi un certain nombre de propositions, notamment sur la question des financements et l'idée d'interdire aux personnes physiques étrangères ne résidant pas en France de consentir aux prêts à des partis politiques. C'est quand même aujourd'hui possible. C'est-à-dire, vous êtes résident dans un pays européen et vous avez un financement de plusieurs millions d'euros à un parti qui ne garantit jamais de remboursement. Et tout ça ne pose aucun problème. Voilà, tout ça ne pose aucun problème et cela doit nous interroger. On a aussi également le fait de travailler sur le rapport interdire aux partis, aux candidats de travailler avec des influenceurs, des plateformes influenceurs pour mener des campagnes au moment des campagnes électorales rémunérées, parce que c'est quand même aujourd'hui possible. On veut renforcer les pouvoirs de la Commission nationale des comptes de campagne et de financement d'avis politique, et en lui permettant de demander aux prêteurs d'établir l'origine des fonds prêtés à un candidat ou à un parti. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi d'accéder au fichier national des comptes bancaires et intégrant la Commission nationale à la liste des personnes à qui Tracfin peut transmettre des informations. Là, on voit bien que c'est des sujets assez... C'est pas très compliqué. Il faut juste organiser les flux. Bien sûr, avec toutes les règles juridiques qu'il faut bien, mais aujourd'hui, la Commission nationale ne peut pas faire ces trois actions-là. Et donc, Tracfin, qui peut être alerté, découvrir quelque chose, ne peut pas automatiquement informer la Commission, qui elle-même pourrait agir sur une campagne. Donc, on a dit qu'il fallait mettre plus de moyens, bien sûr, à la Commission, parce qu'il faut qu'on puisse le faire. Au niveau européen, qu'on mène une action aussi là-dessus. Je l'ai évoqué sur les ministres pressentis. Et puis aussi, pour les parlementaires, faire en sorte que le sourçage des amendements des questions soit toujours le cas. Parce qu'on a le droit de dire que, par exemple, les lobbies peuvent intervenir. Mais on a souvent cette vision économique. Mais quand, par exemple, il y a un débat sur l'éducation, il y a aussi des acteurs éducatifs sur la culture. C'est pas un gros mot. Dès lors que chacun sait d'où il parle et avec quelle information il parle. Et ça nous semble essentiel. Et puis, pour terminer, je l'évoquais sur la jeunesse, sur la société civile. Et c'est pour ça qu'on a dit toute la mobilisation, toute la nation. Donc, on a parlé de Viginum, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a le fait qu'on pouvait imaginer que, par exemple, déjà dans la journée de défense de citoyenneté, il y a une dimension portant sur les influences étrangères, puisque c'est le seul moment où on avait tous les jeunes. Et puis, notamment, faire en sorte qu'on puisse créer une réserve opérationnelle de réserve citoyenne sur ces questions-là. On l'a vu dans d'autres pays. Parce que bien souvent, quand les gens sont mobilisés, ils participent d'une communauté qui peut dire, voilà, il y a telle information qui est fausse, je sais capable de la démontrer, et ça fasse sens. Mais voilà, donc rapidement ce qu'on dit. Donc il faut sortir de la naïveté, il faut assumer ce conflit-là. La meilleure réponse, c'est la démocratie, mais démocratie qui s'assume, qui porte ses valeurs. Et nous disons que c'est toute la nation. Et dernier élément sur l'éducation, et j'en aurais fini par là, on l'a vu. Aujourd'hui, il y a une sensibilisation aux médias. C'est pour nous que c'est insuffisant parce que, non pas, c'est que dans d'autres pays, on l'a remarqué, c'est l'esprit critique qu'il faut développer dès le plus jeune âge. Quand vous faites des mathématiques, quand vous avez une courbe ou un diagramme ou un graphique, il faut pouvoir expliquer à ces jeunes, voilà comment c'est construit, et voilà quand on regarde comment... et donc ça permet d'aiguiser cet esprit critique tout au long de sa vie, et qu'à chaque fois qu'une information est balancée à différents endroits, on soit pressé d'avoir le recul nécessaire pour comprendre ce que ça veut dire, d'où ça vient, et de se faire une opinion. Et ça nous semble, je crois, l'espoir qu'on doit avoir pour notre jeunesse. Et voilà, en vous remerciant et en disant encore une fois que c'était un plaisir d'avoir fait ce rapport, qui a eu un franc succès.
et j'espère qu'il pourra être utile à notre pays. Merci. Merci pour cet exposé qui est très brillant et qui a suscité, enfin à titre personnel, certaines réflexions, certaines questions. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à mes collègues, donc Stéphane Demilly, qui souhaite s'exprimer. Je vais très vite parce que je sais que le temps est compté, puisqu'il y a un autre rendez-vous. J'avais trois petites questions très très rapides. Nous sommes dans la délégation aux Outre-mer. Est-ce que les Outre-mer sont une cible privilégiée sur cette thématique des fake news? C'est ma première question. Deuxième question, est-ce que vous avez pu établir une sorte de palmarès sur les pays cibles, particulièrement ciblés donc par les fake news? On a beaucoup parlé il y a quelques mois, rappelez-vous, de l'influence russe donc dans les jeux politiques. Est-ce que d'autres pays européens sont également touchés? Est-ce que, voilà, je voudrais savoir s'il y a un palmarès, entre guillemets, sur le sujet. Et troisième et dernière question, est-ce que vous proposez dans votre rapport et dans vos analyses d'augmenter l'arsenal technique et juridique pour contrer, entre guillemets, cette diffusion donc, de fausses informations? Merci. Nous allons poursuivre avec les questions. Monsieur le ministre, Thani Mohamed Soilihi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Plus qu'une question, des questions, des observations face à ce rapport de très grande qualité dont je remercie les auteurs. La tâche est immense. Et effectivement, pour tenter de la mener à bout, il faut commencer par prendre conscience et agir. Parce que nous passons beaucoup de temps à des constats évidents. Ça me fait penser d'ailleurs au sujet de la francophonie, où on dit que le français est en perte de vitesse. Et ça fait des années qu'on passe notre temps collectivement à constater l'évidence. Mais que faisons-nous collectivement, effectivement, pour affronter ces sujets? Et moi, le côté prise de conscience et passage à l'action m'a beaucoup intéressé. Il faut effectivement sanctionner quand on le peut, encore qu'aujourd'hui, avec la technologie, quand on ne sait pas d'où une personne lance des actions malveillantes, c'est compliqué de parler de sanctions. Il faut surtout éduquer chez nous et puis coopérer, collaborer avec nos partenaires. Et je pense au monde de la francophonie. Ce n'est pas par nostalgie, mais c'est un monde avec plein de richesses. 90 États avec lesquels nous avons en partage non seulement la langue française, parce que parmi les attaques, certains s'attaquent à la francophonie en pensant s'attaquer à la France, alors que la francophonie n'a pas été inventée par la France. La France a été invitée à participer à la francophonie. Je referme la parenthèse. Et je disais donc collaborer, et notamment avec des outils, des institutions qui existent déjà. Je cite le REFRAM, le réseau francophone des régulateurs des médias, qui a été inventé depuis 2007 à Ouagadougou et qui est une institution qui fonctionne. Donc, il serait intéressant de coordonner les efforts entre le national, l'européen, la francophonie, le régional, et sans répondre, parce que ce sera au rapporteur de répondre à la question de Stéphane Demilly par rapport au territoire d'outre-mer concerné. Je vais donner au moins deux exemples. L'Azerbaïdjan, qui a eu plus qu'une action malveillante dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, avant cela, ça a été oublié ou c'est passé sous les radars, mais la Russie avait essayé d'expliquer que la France n'avait qu'à se taire par rapport à ses critiques vis-à-vis de son attaque de la Crimée, parce que la France est en train de faire la même chose que Mayotte, la même chose à Mayotte, en disant que Mayotte était occupée et donc la Russie
serait légitime à occuper la Crimée, ce qui est une ineptie totale parce que les Mahorais ont choisi de rester dans la France. Les Mahorais l'ont choisi à de multiples reprises sans avoir été annexés au préalable, contrairement à ce qui s'est passé en Crimée. Donc nous avons des exemples, encore d'autres, par rapport à ces mauvaises influences dans les territoires d'outre-mer, et tout simplement parce que la France suscite des jalousies par rapport aux Outre-mer. Nous sommes le seul pays qui a 35 frontières avec des pays, et grâce à nos Outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime du monde. Ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Et donc, par rapport à ces qualités, par rapport à ces potentiels, nous suscitons les puissances qui n'ont pas la même chose et qui aimeraient bien être à notre place. Donc voilà les quelques observations que je voulais formuler. Merci. Solange Nadil. Rapidement, merci Madame la Présidente. Chers collègues, merci pour ce rapport. Pour moi, il étaye ce qu'on sait déjà, puisque nous savons qu'il y a des influences étrangères sur nos territoires et surtout les territoires ultramarins. Moi, j'aurais deux observations à faire par rapport à vos recommandations. À la recommandation numéro 35, vous dites conduire des enquêtes auprès des ministres pressentis pour s'assurer de l'absence d'exposition à des influences étrangères. Je voudrais vous demander, est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Parce que ça m'interpelle. Et deuxièmement, vous parlez au niveau, je reviens sur, voilà, vous préconisez le statut d'agence d'État. Moi, je ne suis pas une fan d'agence d'État, donc j'aimerais savoir, est-ce qu'on pourrait envisager une autre possibilité pour structurer la défense? Voilà, merci. Alors, pour revenir sur l'influence, enfin, le financement des partis politiques, moi, quelque chose m'a interpellée lors de la dernière élection présidentielle. Dans la majeure partie des territoires ultramarins, nous sommes passés au premier tour avec un vote pour l'extrême gauche, et puis basculer au deuxième tour avec un vote pour l'extrême droite. Et cette observation est assez criante, et j'aurais aimé savoir si ces influences peuvent aussi avoir un impact sur les résultats des votes. Pour revenir à Mayotte et aux Comores, il est vrai que la Russie avait soutenu le président Azali en allant même jusqu'à lui dire qu'elle allait l'aider à récupérer Mayotte. Et parallèlement, on voit qu'à Mayotte, c'est un parti d'extrême droite qui fait le maximum de voix, parti même financé avec des liens avec la Russie. Donc, est-ce on peut le penser, le présumer. Et je voulais savoir si la perte de confiance dans les politiques publiques, c'est la résultante de ces influences. Et enfin, quelle place pour nos Outre-mer dans cette stratégie française de revenir, de lutter contre ces influences? Oui, en une minute, je suis vraiment navrée, mais c'est que nous sommes attendus par la Commission des Affaires européennes. Rapidement, donc, bien sûr, dans le rapport, on intègre l'outre-mer pour nous, c'est là-dessus. Donc, pour être très rapide, oui, la France, Tania a raison, la France est jalousée, d'abord pour plein de raisons. Quand vous êtes la 7e puissance économique au monde, un membre permanent du Conseil de sécurité, la dissuasion nucléaire, la deuxième puissance maritime, 35 voisins et un élément qu'on sous-estime souvent, l'Indo-Pacifique, on est la seule puissance européenne, etc., etc. Oui. Et puis, donc, parmi le top, oui, donc la Russie, la Chine, la Turquie pour une part, et l'Azerbaïdjan qui est un bon exemple, puisque ça démontre qu'une petite nation qui n'a pas cette capacité militaire face à nous peut nous faire très mal. Pourquoi? Pour eux, c'est la question coloniale. Tout par de là, tout revient à cela, que ce soit Mayotte ou ailleurs, et on l'a vu là-dessus. Sur la tâche, et ce que tu dis, Tani, c'est vrai,
Mais ce qui nous manque aujourd'hui, d'abord, c'est une stratégie française pour avancer. Sur la question de vigiler une agence de l'État, parce que d'abord, c'est ce qui existe déjà, et que je pense qu'il faut qu'il y ait un pilotage national de cela. Un élément qu'on n'a pas dit là dans le rapport, mais qui quand même doit être devant nous, c'est la question des prochaines municipales. Puisqu'à chaque élection, il y a des tentatives plus importantes. Et je le dis, on l'a dit pendant la commission, dans des villes de moins de 9 000 habitants, qui sont quand même la majorité de nos communes en France, il n'y a pas de compte de campagne. Donc n'importe qui, sans aucun contrôle, pourrait demain mettre 1 million d'euros sur la table pour être maire de sa commune, avec toute une série derrière cela. Donc il faut l'intégrer, on a des choses à faire. Et sur l'extrême droite, tu l'évoquais, oui, on sait très bien qu'il y a aujourd'hui des partis compartiliés avec d'autres puissances. Quand vous avez l'extrême droite et puis, pour faire simple, le RN et LFI, sur un certain nombre de grandes questions internationales, quand vous entendez leur prise de position, plutôt proche, par exemple, de Poutine, ça doit nous alerter. Bien sûr qu'il y a, et quand vous êtes parfois financé par, notamment c'est le cas d'un certain nombre de banques pour le RN, pendant longtemps, ça a été aussi un élément. Oui, c'est vrai. Alors après, sur les votes extrêmes, je crois que ça veut dire qu'il y a bien une influence. Alors, les gens votent comme ils veulent, mais aussi ce sont deux partis qui disent le système est à bout, il faut en finir. Donc c'est cette porosité, sans vouloir faire le politiste là, elle est facile à faire, puisqu'on vous dit dans tous les cas de figure, le système il est colonial, il est négatif, etc., etc., etc. Donc après, vous votez pour un populiste, quel que soit le tour. Mais donc oui, il y a un travail sur l'outre-mer, oui, l'outre-mer est importante, et oui, l'outre-mer aujourd'hui est une porte d'entrée contre notre pays. Et donc c'est pour ça que notre rapport, nous l'appelons, c'est une politique. C'est pour ça que je l'ai dit au début. C'est pas juste on fait un état des lieux. On souhaite le rapport a été construit sur une politique publique. C'est 47 propositions. C'est une logique globale parce que sinon ça nous fera de plus en plus mal. Voilà. Et je rappelle pour terminer que notamment sur la Nouvelle-Calédonie, c'est exactement l'exemple. La Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. Et ça permet, avec tout ce qu'on connaît par ailleurs, ça permet à ces puissances-là, au quotidien, d'expliquer que nous sommes un mauvais pays du mauvais côté de l'histoire. Et donc je pense qu'il faut maintenant réaffirmer que c'est la démocratie qui doit dominer, mais ça veut dire de la puissance et dans la clarté, et c'est pour ça qu'il faut mobiliser toute la nation. Merci, merci. Et puis, sans plus attendre, nous allons rejoindre la Commission des affaires économiques, des affaires européennes.